Bonjour, cette vidéo est consacrée aux notions fondamentales de l'exploration sismique. Le sommaire de ce chapitre sera comme suit. Dans la première section, on va voir les définitions des ondes sismiques et leur propagation. On va définir qu'est-ce que c'est qu'une onde. On va voir les paramètres de la sismicité d'une roche, quels sont les types des ondes sismiques en général, et quel est le lien entre la vitesse des ondes sismiques et les coefficients d'élasticité et de densité. Dans la deuxième section, on va voir quelques principes de la sismique en général, le principe de Huygens, de Fermat et de Snell-Descartes qui décrit les phénomènes de réflexion, réfraction et de réfraction critique et de diffraction. En dernière sous-section, on va voir les arrivées des ondes à la surface, les ondes réfléchies, les ondes réfractées critiques, les ondes directes, les ondes aériennes et les ondes ground roll, bien les ondes de surface. Dans la troisième section, on va voir l'atténuation des ondes sismiques, on va voir les phénomènes de propagation sphérico-géométrique, propagation physique ou bien absorption et le partitionnement de l'énergie d'une onde sismique lorsqu'il frappe une interface entre deux couches. On va voir les types des sources d'énergie, savoir les coups de marteau ou bien les explosifs ou les vibrations ou les chutes de poids. Et en dernière section, on va voir l'instrumentation sismique, à savoir détection du signal à l'aide des géophones, conditionnement à l'aide du signal à l'aide d'un sismographe en utilisant l'amplification et le filtrage, et l'enregistrement des données et le téléchargement sur un PC. Et puis on va terminer par un petit résumé. La base physique sur laquelle la science de l'exploration sismique repose est assez simple. Si on jette un caillou dans un lac, une perturbation rayonnera vers l'extérieur sous la forme d'un front d'onde circulaire ondulation. De même, le déplacement soudain et violent de deux blocs rocheux à travers un plan de faille produit une perturbation qui envoie des ondes sismiques. La propagation de ces ondes sismiques à travers la Terre jusqu'à sa surface a permis de déduire la structure et la composition interne de la Terre, d'où la naissance de la sismologie. Si on considère un granit homogène, isotrope, propriété physique identique en tout point et toute direction, une perturbation est produite à l'aide d'un coup de marteau. Cette perturbation se propage vers l'extérieur sous forme de front d'onde, tout à fait similaire aux ondulations sur un lac. Généralement, en sismique, on va le voir, on travaille avec des raies qui sont les trajectoires orthogonales au front d'onde. Dans notre analyse, on peut considérer une onde sismique comme étant une fonction sinusoïdale dont l'amplitude est A et de fréquence F et de déphasage phi. On rappelle que la fréquence est l'inverse de la période. On peut l'écrire, le signal peut être en fonction du temps, mais il peut s'écrire aussi si on utilise le fait que la vitesse c'est la distance sur le temps, on peut l'écrire en fonction de la distance. On voit ici que une certaine longueur d'onde apparaît et la longueur d'onde, comme on le sait tous, que le produit de la longueur d'onde et la fréquence, il donne la vitesse. Un petit rappel sur les unités ici, la période c'est en secondes, la fréquence, le nombre de cycles par seconde c'est en hertz, le temps c'est en secondes, la distance c'est en mètres, la vitesse c'est en mètres par seconde et la longueur d'onde c'est en mètres. Les types de déformations qui peuvent affecter la croûte terrestre soumise à une contrainte. Si on essaie d'analyser ce diagramme de contrainte en fonction de la déformation, on voit très bien qu'il y a un premier type de déformation dit élastique, dans lequel la contrainte et la déformation, ils sont en relation
linéaire. Ça veut dire que lorsque la contrainte est relâchée, le corps il peut reprendre sa forme initiale. Une fois une limite d'élasticité est atteinte à cause d'une contrainte, le corps, on dit qu'on est passé à une certaine déformation plastique. Ça veut dire le matériau va se déformer d'une façon permanente. Lorsque la contrainte augmente encore, un point de rupture est atteint et le matériau pourrait être cassé. Quelques paramètres à considérer lorsqu'on applique le concept de contrainte déformation, c'est la température et la pression. Lorsqu'ils augmentent, bien sûr, ils augmentent avec la profondeur, ils modifient le comportement des matériaux. Le temps, il se mesure en millions d'années et doit être aussi considéré. La composition, certaines roches sont cassantes de nature, calcaire, grès, le granit, et d'autres sont plastiques comme l'argile. Si un matériel est soumis à une compression uniaxiale ou bien une traction, la relation entre la contrainte sigma et la déformation epsilon est exprimée sous la forme sigma, c'est E fois epsilon, avec E est appelé le module de Young. Plus ce module est grand, moins le matériau, bien la roche, est élastique. L'allongement epsilon peut être écrit sous la forme de la longueur finale moins la longueur initiale sur la longueur initiale, delta L sur L. Si on considère les changements suivant la direction epsilon 1 et epsilon 3 qui est négatif, on peut définir le coefficient de Poisson comme étant moins epsilon 1 sur epsilon 3. Généralement, le coefficient de Poisson il est inférieur à 1,5. Pour un solide parfait, le coefficient de Poisson il vaut à peu près 0,25. Étant donné un matériau isotrope soumis à une pression générale delta P, on peut définir le module d'élasticité isostatique K par K, c'est le delta P sur delta. Avec delta, c'est le changement en volume. V final moins V initial sur V initial. Et le K aussi peut être exprimé en fonction du module de Young et du coefficient de Poisson. Un solide peut se déformer à cause d'un simple cisaillement. Dans ce cas, le module de rigidité G peut être défini par la contrainte sur gamma, gamma étant la tangente de l'angle de déformation. Le module de rigidité peut être aussi exprimé en fonction du module de Young et du coefficient de Poisson. Avant d'aller chercher le lien entre les ondes sismiques et l'élasticité, on distingue d'abord quelques types des ondes sismiques. Alors, il existe deux types, les ondes de surface et les ondes de volume. Les ondes de volume, ils se propagent à l'intérieur du globe. Leur vitesse de propagation dépend du milieu ou bien du matériau traversé, qui dit matériau dit densité et élasticité, et de la profondeur, qui dit profondeur dit pression et température. Généralement, la vitesse elle augmente avec la profondeur. Les ondes P, ou bien ondes primaires ou de compression ou longitudinales, sont les premiers signaux enregistrés par un sismographe. Les ondes S secondaires de cisaillement ou transversales arrivent après les ondes P sur un sismographe. Les ondes P sont des ondes de compression. Les cellules se contractent et se dilatent à leur passage dans le sens de propagation. Les cellules, ils changent de volume lorsqu'ils entrent en contact avec l'onde.
Les ondes S sont des ondes de cisaillement. Le mouvement d'une particule, il est perpendiculaire au sens de propagation de l'onde. La cellule, il change de forme, mais il ne change pas de volume. Un autre type, c'est les ondes de surface. Les ondes de Rayleigh sont des ondes de surface. Le mouvement des particules, il est elliptique. Il peut être progressif ou bien rétrograde selon le sens de propagation de l'onde. L'amplitude de ce mouvement, il décroît avec la profondeur. Les ondes de Love sont des ondes de surface. Le mouvement des particules, elle est parallèle à la surface, mais il est perpendiculaire au sens de propagation de l'onde. L'amplitude de ce mouvement latéral, elle est, ou bien elle décroît avec la profondeur. Faut-il le rappeler qu'une vitesse est un vecteur d'une direction et d'une magnitude. La vitesse Vp peut s'exprimer en fonction des coefficients d'élasticité K et G et de densité ρ. Il peut aussi se réduire à cette forme-là qui dépend juste du paramètre de Young, du coefficient de Poisson et de la densité. De même pour la vitesse des ondes S. Puisque le G, ou bien le coefficient de rigidité est nul pour un liquide parce qu'il dépend d'une contrainte de cisaillement, alors la vitesse de l'onde S égale, ou bien est nulle dans un liquide. De plus, l'onde directe S n'est pas enregistrée dans la zone d'ombre de la Terre, ce qui prouve que son noyau externe est un liquide. Le rapport Vp et Vs, si on calcule le rapport Vp sur Vs, on trouve qu'il dépend d'un seul paramètre, c'est le paramètre, bien le coefficient de Poisson. Et puisqu'il est inférieur à 1,5, on va trouver sûrement que Vp il est supérieur à Vs. Ce tableau calcule les vitesses Vp, Vs pour quelques roches communes en utilisant les paramètres de densité du modèle de Young et de coefficient de Poisson. Un mot sur ce tableau, faut-il le remarquer que Vp est supérieur à Vs avec un facteur qui est très important. Un dernier point concernant cette section, si on compare les vitesses Vp entre différents matériaux ou bien roches, on peut déduire juste sur la base de la vitesse d'une onde, on peut distinguer entre ce qui est roche sédimentaire et roche ignée ou bien métamorphique. Un deuxième point, la vitesse elle augmente avec la consolidation et la saturation. Un dernier point, la vitesse il diminue avec l'altération et la fracturation.